Allez, on va enchaîner tout de suite avec la première table ronde. Donc, deepfake, fake news, ChatGPT et la cyber. De quoi parle-t-on? Donc, c'est Sabrina qui l'anime, accompagnée de trois intervenantes qui sont Aurélie Gonzalez, Iman Daou et Louise Bautista. Et je rappelle que Iman représente notre partenaire Accenture. Il y a Duna, bah, elle n'était pas prévue, donc elle n'est pas là. Si, elle peut rejoindre. Alors, bon courage. C'est Duna, c'est ça? Dounia. Donc c'est Dounia qui va rejoindre. Je trouve qu'il y a, Nassira, il faudra faire attention parce qu'il y a un taux d'handicapés cette année, d'un taux d'accident qui est quand même assez fort au niveau du CF6. Hein. J'ai vu plus de béquilles que je n'en avais vu jusqu'à présent ici. Donc voilà. D'habitude, vous vous rapprochez bien du micro quand vous parlez. Vous avez un micro pour partager également. Hein. Parce qu'il y en a un autre, mais là je le garde. Est-ce que tout le monde a un micro? Dire aux partenaires, dans 45 minutes, on vous accueille avec du Alors, je répète, nos partenaires, dans 45 minutes, on vous accueille avec Kakemono. Voilà. Alors, est-ce que vous m'entendez d'abord? Tout le monde m'entend? OK. Alors, donc la première table ronde, je vais la présenter dans quelques minutes. Déjà, pour me présenter moi-même, donc Sabrina Fedal. Le petit historique, donc je suis à la base ingénieur système et réseau. Donc ça ne me rajeunit pas, j'ai mon diplôme en 2000. Voilà, vous faites le calcul. J'ai travaillé alors dans beaucoup de secteurs, télécom, industrie, assurance, voilà, énormément de secteurs. Sécurité opérationnelle, et depuis 2016, j'ai créé et je gère la structure qui s'appelle Probe IT et qui délivre des services donc, pour des grands groupes, tous secteurs confondus. Pour venir au sujet, donc la deepfake, fake news, ChatGPT, 3 petits points, et la cybersécurité, de quoi parle-t-on? Avant de demander aux participantes de se présenter elles-mêmes, donc une petite introduction, on a dû faire des choix quand on a abordé ce sujet parce que c'est très vaste. On pense directement à la désinformation, on pense à des stratégies militaires, de la propagande, donc tout ça, ça arrive très rapidement dans les discussions. Aujourd'hui, on veut vraiment parler de cyber, donc on va un peu mettre de côté les enjeux sociétaux, toutes ces thématiques un peu philosophiques, on va dire, et aborder ce sujet vraiment sous l'angle cyber. Donc je vais, dans un premier temps, laisser se présenter, on va commencer par toi, Iman. Oui, vous m'entendez? Il faut vraiment se rapprocher alors. Très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle Iman Daou et j'accompagne des grands groupes internationaux au sein de la société Accenture, qui est présente aujourd'hui, dans le renforcement de leur posture de résilience au quotidien, en leur expliquant peut-être les enjeux de cybersécurité qui les concernent, en les accompagnant dans leur stratégie de cybersécurité et aussi j'interviens principalement sur des sujets de conformité, donc je les accompagne sur de la conformité réglementaire. Je pense notamment à tout ce qui est ISO 27000, etc. Et normative également, donc des sujets de RGPD et plus récemment sur du NIS, du DORA, donc des sujets d'actualité. Et puis, au quotidien, au sein d'Accenture, on essaye de changer le regard sur la discipline, sur la conformité, et enlever un petit peu cet aspect killjoy et expliquer à nos clients comment est-ce que la conformité peut réellement être un levier pour leurs entreprises. Voilà, merci. Louise?
Bonjour à tous. Donc je suis Louise Bautista, je suis directrice commerciale chez The Greenbow, qui est un éditeur français de logiciels VPN, une PME française qui existe depuis 1998. Auparavant, j'ai pu travailler chez Yesuyak, donc qui est une plateforme de bug bounty, et encore auparavant chez Sogeti Capgemini, là où j'étais en charge de toute la cybersécurité au niveau prestations intellectuelles pour le ministère des Armées. Et puis, donc, au niveau du CEF6, j'ai eu la chance de pouvoir co-organiser le premier CTF du CEF6, chose qu'on espère revoir d'ici quelques mois. Voilà. On l'espère. Ensuite, Aurélie. Pas trop. Non. Peut-être. Je pense qu'on n'a pas dû brancher le micro. Bon. Donc, Gonzalez Aurélie. Donc, j'ai un cabinet de cybersécurité. J'ai un cursus un petit peu atypique, avec un double cursus en instrumentation scientifique et en neurosciences. Voilà. Et puis, après diverses expériences professionnelles, j'ai opéré dans le domaine de la cyber, on va dire sur mon temps libre dans un premier temps. Je faisais partie d'une équipe CTF, je suis partie d'une association qui traite de ces thématiques-là. Et dans le temps, voilà, j'ai fait une reconversion dans le domaine de la cyber avec un cabinet de cybersécurité. Merci, Dounia. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Je suis Dounia Benhabib, donc je suis fondatrice et dirigeante de la société Cyber8. Donc on fait de la stratégie en cybersécurité sur un peu tout le cycle de vie de la cybersécurité, donc tant sur les aspects de GRC, donc gouvernance, risque et conformité, mais aussi ça peut être sur des aspects de conformité, de sécurité opérationnelle, etc., jusqu'à la gestion de crise. Et donc aujourd'hui, je représente donc forcément ma société, mais aussi donc Simplon, donc qui porte une initiative que j'aime vraiment beaucoup et qui essaye de faire donc de la réinsertion sociale en aidant des personnes qui n'aiment pas trop leur travail ou des personnes qui sont chômeurs et chômeuses à retrouver un travail qui leur plaît. Et l'innovation qui porte aussi, c'est aller chercher finalement les métiers autour de la cyber et de l'intelligence artificielle et des infrastructures et les rendre un peu plus opérationnels pour pouvoir les former directement et qu'ils soient tout de suite opérationnels et qu'ils puissent intégrer des entreprises directement. Donc voilà, donc je les représente aussi aujourd'hui. Parfait, merci Dounia. Ça a un peu coupé, désolé. Pour entrer dans le vif du sujet, donc je vous proposais un cadrage sur cette heure qu'on va passer ensemble. Donc avec les 4 intervenantes, on va explorer la problématique du deepfake, fake news, ChatGPT sous l'angle cyber. Et on va commencer peut-être par un premier tour de table, hein, chacune peut-être présenter votre vision de la création, la genèse et l'évolution de ces technologies, deepfake, fake news, ChatGPT. Comment ça s'est né? Comment ça a évolué, pour qu'on puisse après justement parler de la suite, à savoir en quoi ça va représenter potentiellement des risques d'un point de vue cyber. Donc je te laisse prendre la parole peut-être pour commencer. Iman ? Vous m'entendez? Oui. Non. Vous m'entendez? Oui, là, ça va. Super. Absolument. Alors, peut-être commencer par parler de ChatGPT, puisque on entend ce mot un peu partout. Réalité, quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher de penser à ChatGPT parce qu'il a eu un retentissement médiatique assez inédit. Pourquoi? D'abord, de par le nombre d'utilisateurs qui ont eu recours à ChatGPT. Rappelons quelques chiffres peut-être. 100 millions d'utilisateurs en 2 mois, c'est assez inédit. On peut le comparer à d'autres outils de réseaux sociaux peut-être qui ont créé du buzz. Je pense à Instagram, TikTok, Netflix, qui ont vraiment révolutionné un petit peu leur domaine.
Et pourtant, ils n'arrivent pas du tout à l'audience de ChatGPT. Il a fallu attendre des années pour pouvoir atteindre ces 100 millions qui ont été atteints. Donc ce que vous mettez en lumière, c'est un taux d'adoption qui est extrêmement rapide par rapport à d'autres technologies préexistantes ou qui ont mis plus de temps à se diffuser. Alors je ne dirais pas adoption, puisque on n'adopte pas réellement ChatGPT, en tout cas au quotidien. Je défie quiconque de dire aujourd'hui dans cette salle, je suis spécialiste de ChatGPT, je fais du prompt divinement bien, etc. Non, disons que ce qui est intéressant ici de dire, c'est peut-être l'expérience utilisateur qu'offre ChatGPT et qui est absolument incroyable, puisque dans un langage qui semblerait être un peu humain, naturel, il va pouvoir nous répondre à certaines de nos doléances, alors qu'en réalité, il n'est pas du tout programmé comme ça. Mais si vous pouvez, je pourrais vous en dire un peu plus. Alors dans la salle, juste par curiosité, qui a déjà utilisé ChatGPT? On va voir si c'est une majorité. Ah, super. Ouais, donc tout le monde connaît autour. Et dans sa version 4 peut-être? C'est pas Version mal. 4 Pas avec mal. des plugins. Avec des plugins. Les plugins, non? Personne? Ok, donc ça c'est sur ChatGPT. Est-ce que, par exemple, Louise, vous avez d'autres... Enfin, tu ou vous avez d'autres exemples à nous donner? Alors moi, je vais donner un exemple un peu chronologique, puisqu'il est, il est assez dans le thème d'aujourd'hui, puisque nous sommes la journée-soirée d'Halloween. Donc l'objectif, c'est de faire peur. Donc tel que je l'ai connu, en fait, c'était donc pour le hack, donc le CTF, et des discussions avec beaucoup de hackers éthiques qui m'ont dit, en fait, nous, on a une sorte de... Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, Stack Overflow, c'est un moteur de recherche qu'utilisent en permanence les développeurs pour justement faciliter un peu leur création, leur déploiement. Et donc là, ce qu'il me dit, c'est une sorte de Stack Overflow augmenté qui nous permet de gagner tellement de temps, de pouvoir faire des choses industrialisées, voilà, donc dans la création de malware, de phishing. C'est génial. Et puis, donc quelques mois après, des rendez-vous avec des grands groupes du CAC 40 qui là me disent on a peur, on va être submergé de mails de phishing qui en fait sont favorisés par justement l'utilisation de ChatGPT par des hackers cette fois-ci malveillants, et on ne sait pas trop vraiment quoi faire parce que face à la masse, ce sera très problématique de protéger nos utilisateurs. Et en fait, nous, on se dit ça en tant que RSSI par rapport à nos périmètres de grandes entreprises, mais qu'est-ce que cela va être pour les particuliers? Donc on a cette peur un peu croissante. Et puis, il y a aussi la logique qu'on peut avoir face aux événements qui sont déjà passés. Alors, sans trop rentrer dans ce qu'on s'est dit de désinformation, je donne quand même un exemple assez clair, puisqu'il a quand même attrait un peu avec la cybersécurité. C'est donc le scandale de Cambridge Analytica qui avait permis finalement de modéliser des profils psychologiques en utilisant la base de données de Facebook. Il faut bien avoir conscience qu'avec ChatGPT, c'est utilisé finalement par tous comme une sorte d'oracle augmenté, une sorte de Google augmenté. Et donc, ce qui permet finalement d'avoir un profiling de son profil psychologique qui soit assez beaucoup plus poussé que ce qu'on pouvait avoir auparavant avec les réseaux sociaux ou avec Google. Et donc, ce qui va permettre à terme des campagnes de désinformation bien plus pénibles que ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Et pourtant, aujourd'hui, on voit des choses assez terribles. Voilà. Donc j'en ai fini pour ce qui est de mon chapitre de faire peur. Et tu nous as angoissés, bien évidemment, voilà, il y aura de bonnes nouvelles. Hein. Oui. Je ne vais pas uniquement faire la sorcière d'Halloween. Aurélie? Après, je te rejoins dans le sens où en fait, il y a eu une massification du phénomène. C'est assez nouveau. Et puis, ça a permis aussi à accéder à certaines personnes qui n'avaient pas les compétences techniques, d'aller beaucoup plus loin aussi en termes d'attaque ou de social engineering, ou voilà, sur des sujets, sans en faire forcément des spécialistes, mais qui leur a permis d'accéder à beaucoup plus de choses beaucoup plus rapidement. Voilà, le phishing, on a vu effectivement, il y a déjà eu une augmentation massive des phénomènes de phishing, qui était de toute façon une tendance, mais qui a été accélérée effectivement par le phénomène. Je pense que vous avez couvert pas mal de choses. Je ne sais pas si du coup... Je rejoins un peu tout ce qui a été dit autour de la table. J'ajouterais peut-être en effet le coût d'utilisation en fait des logiciels pour générer du deepfake. Donc juste peut-être un petit rappel aussi sur de la base.
il y a toujours eu des fake news qui ont été un peu proliférées grâce aux réseaux sociaux. J'ai projeté ton notamment. slide justement si tu veux en Ouais. parler. Je veux bien. Et donc, typiquement, les deepfakes sont arrivés en même temps que l'intelligence artificielle et l'évolution aussi de la cyber. Donc, c'est deux phénomènes qui ont permis justement aux deepfakes d'exister, parce qu'on va réutiliser, donc là, ce qu'on voit en haut, donc, pour faire par exemple des backscams, des phishing avec de la voix ou des vidéos, etc., ou du social engineering, on va beaucoup utiliser quand même des mots-clés qu'on a l'habitude d'entendre en cybersécurité. Et finalement, on a quelques exemples. Donc typiquement sur le premier qui est là à gauche, on a donc je sais qu'on n'a pas le droit d'en parler, Non, mais je me suis dit que quand même le deepfake est utilisé est aussi utilisé pour différents motifs. Donc il y a quand même un motif aussi un peu politique et en termes de pouvoir. Donc là par exemple dans cet exemple-là où on est sur une politique gentille entre guillemets, où la Chine qui veut s'imposer vis-à-vis des États-Unis et lancer une campagne en fait de désinformation avec justement du deepfake, c'est hyper intéressant et ça peut être hyper puissant aussi. Sur c'est ce ça point, justement, on avait une référence qu'on avait partagée. N'hésitez pas, il y a David Collomb qui a édité un livre très récemment qui s'appelle La guerre de l'information et qui va reprendre toutes ces notions de stratégie militaire, propagande, désinformation, l'hégémonie américaine, la contre-offensive russe, Chine. C'est excellent, donc je vous le recommande. Mais effectivement, je te laisse continuer peut-être si tu veux sur la partie très rapidement. Donc le deuxième, c'était juste un exemple. En fait, on a essayé de mettre un peu en avant les différents types de deepfake qu'on peut avoir. Donc bien sûr non exhaustif. Donc là, par exemple, c'est un deepfake à la voix, donc ce qu'on appelle les backscams, en fait, donc les arnaques au transfert d'argent. Donc soit à la voix, soit on peut recevoir des mails, par exemple là-dessus, etc. Et donc là, du coup, c'est un CEO qui s'est fait qui s'est fait avoir et on a eu quand même 243 000 euros, dollars, pardon, mais c'est un peu équivalent. Et ce troisième exemple, je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'il y a eu du deepfake pendant le Covid-19, du coup? Et je pensais aussi, et en fait j'ai fait quelques recherches et je ne suis pas très experte là-dessus, mais par contre, il y a eu beaucoup plus de fake news, en fait des modifications d'informations que de deepfake autant que tel, en fait. Donc, sur les fake news, surprise aussi. Ouais, sur les fake news, effectivement, on verra après, on a les statistiques qu'on a récupérées du CSA, qui est maintenant l'ARCOM, et qui a des prérogatives depuis 2018 pour encadrer les plateformes en ligne, notamment Twitter, qui a fait une excellente étude. On verra tout à l'heure des stats, je fais un peu de teasing. Si on devait expliquer très simplement, parce que c'est aussi une conférence qui est, je pense, grand public, à des personnes qui n'ont jamais entendu parler de deepfake, jamais entendu parler de fake news ou ChatGPT, qu'est-ce qu'on donnerait comme définition ? En fait, alors dans le cas du deepfake, c'est une usurpation d'identité concrètement à partir de photos de vous qui vont être récupérées sur les réseaux sociaux, d'enregistrements audio ou vidéo qui auraient pu être diffusés. Et à partir de quelques images, aujourd'hui aux alentours de 5 images, pas besoin d'un volume massif d'images pour pouvoir reconstituer un visage. Et de quelques minutes d'enregistrement, on peut être en mesure de vous reconstituer pour pouvoir faire des messages WhatsApp, de la visioconférence, vous faire apparaître sur des vidéos YouTube existantes et vous prêter des propos qui ne seraient pas les vôtres, etc. Donc aujourd'hui, en fait, accolé à ça, étant donné que si on est dans une problématique d'usurpation d'identité, il va y avoir toute une réflexion sur la protection de son image sur l'espace numérique, je pense. Après, pour les autres, peut-être je vais définir peut-être. Je laisse la définition. Tu passes ton tour. Peut-être expliquer, sans rentrer évidemment dans des considérations techniques, comment fonctionne ChatGPT. Alors, ChatGPT, déjà, c'est l'outil commercial d'OpenAI et qui, à la base, se veut être une organisation à but non lucratif avec des ambitions humanistes, c'est-à-dire qu'ils veulent, grâce à l'intelligence artificielle, créer un monde plus inclusif pour tout le monde, où l'IA va permettre d'apporter des évolutions en matière de médecine, par exemple, de sciences de manière générale, et de nous faciliter la vie, sauvegarder l'environnement, etc. Ça peut faire rire quand on sait que un des
des principaux des partenaires commerciaux d'OpenAI, c'est Microsoft. Mais bon, disons qu'à la base, cette organisation avait des ambitions ou a des ambitions louables. GPT, qui est l'intelligence artificielle sur laquelle se base ChatGPT, repose sur 3 piliers qui sont le LLM, le Large Language Model, le Supervised Fine-Tuning et le Reinforced Learning from Human Feedback. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que grâce à ce modèle d'intelligence artificielle qui a été développé, on va pouvoir entraîner le modèle à répondre dans un langage naturel à des requêtes qui peuvent être diverses et à compléter un texte. En fait, contrairement à ce qu'on croit, ChatGPT n'est pas entraîné pour répondre à des questions. D'ailleurs, si on lui pose des questions, il peut répondre à côté. En fait, il a été entraîné pour nous donner la suite de textes logiques selon ce qu'on aurait mis en entrée ou selon le prompt. Donc, en entrée, on va rédiger un prompt, on va lui demander de nous rédiger un article scientifique, de peut-être générer du code. D'ailleurs, c'est assez invraisemblable. ChatGPT peut générer du code, détecter des erreurs, corriger ces erreurs-là, et c'est absolument... c'est absolument incroyable. On en revient toujours à cette expérience utilisateur qui est tout de même assez inédite avec ChatGPT. Et donc, quand on comprend que son objectif, ou en tout cas, il n'a pas été entraîné pour répondre à des questions, mais réellement pour générer du texte grâce à des calculs et à de la probabilité, des statistiques, on se rend compte qu'en fait, on peut lui faire dire, ou en tout cas qu'il peut dire tout et n'importe quoi. Alors généralement, si on pose des questions faciles, entre guillemets, je ne sais pas, la France c'est le pays des... il pourrait répondre des droits de l'homme, ok, on s'y attend. Mais on pourrait potentiellement lui faire dire des choses qui sembleraient être cohérentes, mais qui ne sont pas véridiques. Et c'est réellement un des sujets préoccupants aujourd'hui de ChatGPT, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vérifier les sources et on ne peut pas s'assurer de la véracité de ce qu'il avance. Donc on se retrouve encore dans ces thématiques de fake news. Pourquoi? Parce qu'il est capable de générer dans des temps records des quantités gargantuesques d'informations. Donc on va avoir énormément de data qui n'est pas vérifiée, qui est difficilement vérifiable et qui, si elle tombe dans les mains de personnes mal intentionnées, peut devenir, comme le disaient les autres personnes qui prennent part à cette table ronde, peuvent devenir une arme réellement de désinformation. Parfait, merci. Tu veux que je toujours dans la veine de la thématique Halloween, qui dans cette salle a moins de 5 photos online? Levez la main. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que comme le disait Aurélie, cela veut dire qu'en fait vous êtes susceptible d'avoir des deepfakes qui soient faits à votre insu. Merci pour cette nouvelle très angoissante, Louise. Bonne Halloween à tous. Bon. Je voudrais rebondir sur l'intervention de ma collègue par rapport en fait, au fait que ChatGPT... là, on vient de parler d'IA et c'est vrai qu'on a focusé sur ChatGPT, mais il y a différents types d'IA, parce que finalement, il y a différents types de modèles derrière d'apprentissage. Et c'est vrai que là, il y a eu une explosion, une démocratisation de l'IA via ChatGPT. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ChatGPT va se nourrir essentiellement des contenus sur Internet. Aujourd'hui, il est très performant parce que la qualité des contenus qui étaient sur Internet était très performant. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus de contenus sur Internet qui vont être générés par ChatGPT, qui est une synthèse d'informations, de choses synthétisées sur Internet. Donc en fait, si les personnes qui travaillent derrière le projet de ChatGPT ne travaillent pas différemment, dans quelques temps, il va devenir très bête.
parce que du coup, il va synthétiser des choses qu'il a lui-même synthétisées, etc. Et donc, ça va donner quelque chose qui sera plus pertinent. C'est là où, du coup, il y a des choses intéressantes à faire dans le domaine de la cyber avec des modèles entraînés par des entreprises ou des associations, ou peu importe la structure derrière, qui derrière sélectionnerait des datas pour faire en sorte d'avoir une IA qui soit intelligente. Parce qu'il y a le risque aussi d'une IA qui devienne bête. Je suis entièrement d'accord et je pense qu'on en parlera juste après, mais je voulais juste ajouter un tout petit truc. C'est un point économie. Et en fait, les deepfakes, finalement, on a vu les prix là, qui coûtaient, en termes d'impact, qui pouvaient vraiment coûter cher. Et finalement, le coût d'entrée, c'est ce que tu avais dit, on n'a pas besoin vraiment d'être formé. Il suffit de prendre un outil. Les outils ne coûtent pas cher, ils sont à disposition. Avec une simple recherche et Internet. ils peuvent avoir des grandes conséquences. Donc là, on est, je pense, un peu dans l'effet papillon, je crois. Tout à fait. Donc ça tombe bien, ça permet de faire la transition sur la suite, à savoir, on a défini ce que c'était principalement ChatGPT, la fake news. On a vu qu'avec Aurélie qu'il y avait des risques potentiels d'usurpation d'identité. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail, justement? Qu'est-ce que ça va représenter pour le grand public et les entreprises d'avoir toute cette cohorte de technologies fondées sur l'intelligence artificielle? Est-ce que moi, je pense que c'est un peu les travers de l'humain, finalement. Quand on invente quelque chose, en général, c'est pour faire du bien. Et après, il y a toujours ce yin et ce yang, donc cette dualité qui peut être détournée. Là, j'ai l'impression qu'on est dans une course un peu quasiment égale, hein. En fait, il y a un qui avance sur la partie un peu malveillance et l'autre qui avance pour aller contre-attaquer et essayer d'avancer. Donc, typiquement, là, il y a un exemple. Donc, il y a un super article qui existe justement sur le détournement de ChatGPT pour aller synthétiser et aller récupérer en fait des modèles entraînés, mais qui vont finalement pouvoir produire des très grandes attaques et qui peuvent faire très mal parce que voilà, ils vont être vraiment ils vont avoir toute l'information en fait de ChatGPT derrière. Donc, je pense que cet article-là, il est vraiment pas mal et je pense que ça ne s'arrêtera pas là, donc l'IA dégénérative. Il y a des malwares en fait, qui ont aussi été très entraînés aussi. Donc après, on va peut-être parler plus tard des groupes, mais il y a différents types d'attaquants, il y a différents types de groupes. Donc si certaines APT, par exemple, vont avoir des malwares qui sont très intelligents. Et grâce à l'intelligence artificielle, c'est des malwares qui vont pouvoir un peu s'adapter et se mouvoir un peu dans le système d'information. Donc, du coup, c'est limite fascinant et intéressant, mais du coup, c'est quand même pas cool pour les entreprises parce que si on doit à chaque fois, en fait, on sait plus finalement contre qui et contre quoi, en fait, on se bat. Donc après, nécessairement, il y a des choses qui ont bougé aussi du côté cyber, mais éthique, du coup. On a de l'IA qui a permis justement d'aller aussi utiliser de l'analyse comportementale pour aller rendre des détections plus proactives et plus efficaces. Donc là, j'ai pris par exemple l'exemple d'un EDR. Je ne sais pas si on a le droit de citer des marques, mais voilà, un EDR, du coup, un NDR, pardon, qui est très connu, notamment en France. Et l'idée, c'est d'aller analyser le comportement du réseau et grâce à l'intelligence artificielle, en fait, finalement, aller détecter des fonctionnements qui ne sont pas naturels, etc. Et ne pas juste s'arrêter aux signatures. D'accord, donc c'est une arme à double tranchant qui peut être à la fois offensive, défensive. Peut-être si on revenait sur les risques, on va peut-être passer la parole à Aurélie. Il a évoqué quelques risques d'attaques généralisées. Est-ce que toi, tu as des exemples peut-être concrets de risques que ça peut engendrer en entreprise? Alors, en entreprise, la problématique, c'est qu'effectivement, par exemple, pour pouvoir cibler dans le cas d'une fraude au président, en couplant différents outils, parce qu'il n'y a pas que effectivement ChatGPT, vous avez des attaquants qui vont être amenés à profiler une personne par rapport à ses réseaux sociaux. Ça va sortir un profil psychologique. Ils vont aller dans ChatGPT. Si c'est une personne qu'ils ont identifiée comme célibataire, ils vont peut-être pouvoir créer le profil de la femme ou de l'homme idéal pour pouvoir en fait rentrer en interaction avec la personne. Et puis après, derrière, ils vont créer toute une personnage fictif, une légende, pour pouvoir approcher la personne et pouvoir faire de l'extorsion, voire des fois par extension même de la sextorsion.
Voilà, ça, c'est des choses qui commencent à se voir parce que finalement, il y a beaucoup d'entreprises qui publient énormément de contenu. À la fois. Alors, j'avais une question, je me fais l'avocat du diable, Par mais exemple. c'est aussi des chemins d'attaque qui existaient au préalable. Tout à C'est fait. l'ingénierie sociale basée Tout à sur les fait. sources ouvertes. Qu'est-ce que ChatGPT, Deepfake et Fake News va apporter de plus par rapport à ces attaques? Un gain en rapidité, en fait, où avant, il aurait fallu passer plus de temps pour pouvoir travailler sur des profils comportementaux, pour pouvoir rédiger un certain nombre de choses. Là, il va y avoir une automatisation qui va faire que ça fait gagner du temps. Mais ça fait gagner du temps à l'attaquant, mais ça fait gagner du temps aussi aux défenseurs. Parce qu'effectivement, c'est ce qu'on disait, c'est que du coup, de l'autre côté, il y a aussi des outils qui sont en train de se développer. En fait, dans la cyber, on a quand même beaucoup de tâches qui étaient des tâches un peu fastidieuses, etc., qui maintenant vont être automatisées et qui font gagner beaucoup de temps. Donc en fait, je pense qu'il va y avoir une espèce de transfert aussi de compétences des défenseurs dans la cyber vers des choses beaucoup plus intéressantes, là où parfois, des fois, on perdait beaucoup de temps à faire des choses un peu voilà, plus ou moins répétitives. Et donc c'est là où, voilà, il ne faut pas voir que le côté négatif, parce qu'aussi, du côté défense, il y a des choses qui se mettent en place. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que derrière, en fait, on a quand même affaire à de l'humain. Et une intelligence artificielle reste artificielle. Donc, elle n'a pas, comme nous, l'empathie, elle n'a pas un certain nombre de mécanismes qui restent humains. Et donc, avec un petit peu d'attention, on peut se rendre compte qu'on a affaire à un profil qui est automatisé ou des choses qui sortent de la nature humaine, en fait. Alors, tu parlais de profil conversationnel. Si on parle, on va dire, de vidéo, parce qu'il y a certains outils, je pense à Taratify, qui permet en direct sur une session Zoom de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Est-ce que ça va être peut-être un peu plus compliqué à faire face? Alors, il y a beaucoup, la problématique, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui laissent des liens ouverts, de réunions et autres. Donc là, déjà, il faut se dire que déjà, il faut commencer par le b.a.-ba de la cybersécurité. Avant de vouloir faire face en fait, aux problématiques d'IA, il y a aussi avoir les prérequis en cybersécurité et les bonnes pratiques en entreprise. Et effectivement, à partir du moment où on a la possibilité de s'introduire dans la réunion, on a tout à fait la possibilité de créer un modèle qui soit un deepfake d'une personne qui travaille dans une entreprise et de pouvoir avoir une conversation avec des collaborateurs en se faisant passer pour une autre personne. Et aussi, les deepfakes peuvent avoir aussi des impacts sociétaux qui peuvent être dévastateurs dans certains pays, par exemple, avec des cultures qui sont différentes, etc. Et quand on va prendre une image, la modifier pour des contenus pas très... voilà. Donc du coup, ça peut avoir des conséquences assez importantes. Et pour revenir aussi sur la partie attaque et sur la partie défense côté entreprise, je ne vais pas citer du coup les noms des produits, mais je vous invite à regarder. Il y a énormément de produits aujourd'hui qui automatisent aussi grâce à l'intelligence artificielle notamment, pas que, mais qui automatisent finalement les tests d'intrusion. Et que ce soit les tests d'intrusion externes ou les tests d'intrusion aussi internes. Donc, voilà, il y a quand même, ça bouge aussi de ce côté-là, et c'est assez sympa. Ça remplacera pas l'humain, comme tu as dit, mais c'est vrai que ça apporte quand même des notions de priorité finalement, et ça aide à la prise de décision aussi. Voilà. Un mot peut-être, Louise? En fait, il va juste avoir une migration des compétences de certains postes vers d'autres, parce que effectivement, quand on se forme à la cyber, on est formé à de nombreuses choses, et vous pouvez avoir peut-être parfois des compétences qui sont pas sous-évaluées, sous-employées. Voilà. Et là, du coup, ces personnes-là auront le temps de faire des choses beaucoup plus peut-être pertinentes que des tâches répétitives. D'accord. Donc l'IA comme, je dirais, aide pour compenser la pénurie des talents cyber. Je suis complètement d'accord sur ce qui a été dit Voilà. sur l'antidote et le poison à la fois de l'IA, ce que peut être dans la cyber. J'attire aussi l'attention, alors là pas pour continuer sur la thématique de faire peur, mais parce que c'est une réalité et que la thématique c'est aussi le colloque du CEF6, donc du Cercle des femmes de la cybersécurité. Quand on parle de deepfake, la population qui est la plus vulnérable aujourd'hui, ce sont les femmes. C'est-à-dire qu'on a déjà identifié côté cybercriminalité qu'il y avait des forums sur Black Market, là où des deepfakes de femmes célèbres ou pas étaient déjà vendus, échangés, et ce, bien évidemment, sans le consentement des concernés. Il faut savoir aussi qu'il peut y avoir encore plus loin une distorsion de ce concept-là. C'est-à-dire qu'il y a maintenant des personnes qui ont créé un business en prenant finalement de la data libre sur les femmes, donc des photos de femmes, on va dire,
facilement enregistrables sur Internet, pour en faire des influenceuses pornographiques, donc générées totalement par l'IA, mais avec des fragments de personnes qui pourraient être vous et moi. Ce qui pose énormément de problèmes juridiques, puisque c'est une sorte de vide juridique qui concerne actuellement cette pratique-là. Il est très dur de la définir et d'avoir un répondant là-dessus en termes de pénal. Je rejoins aussi tout à fait ce qui a été dit, mais peut-être sur cette question de vide juridique, deux choses. Peut-être souligner et se féliciter du travail effectué à l'heure actuelle par l'Union européenne, qui s'inscrit dans le programme numérique de l'Union européenne, à savoir plancher sur le Artificial Intelligence Act, qui va venir justement réguler, mettre des garde-fous, tout aussi bien pour les fournisseurs de ces intelligences artificielles, mais également pour les utilisateurs, mais dans une moindre mesure. Et puis aussi, réguler, c'est aussi au sein de l'entreprise, développer des corpus documentaires, des politiques, des procédures autour de ces sujets d'intelligence artificielle, parce que évidemment, on peut dresser un tableau noir de l'IA, mais on se rend compte que malgré tout, elle nous aide au quotidien aujourd'hui, que ce soit au travers d'outils collaboratifs, dans le marketing, par exemple, dans la création de contenu, dans les ressources humaines, dans tout ce qui va être entraînement, le learning via les intelligences artificielles, etc. On pourrait en citer... oui, pardon ? Le médical, la santé? Absolument, absolument. On pourrait vraiment en citer plusieurs bénéfices. Pour autant, et justement, il ne faudrait pas que les entreprises loupent ce virage de l'intelligence artificielle. Chez nous, au sein d'Accenture, on est une entreprise de technologie. Évidemment, on met énormément d'efforts et de moyens sur ces sujets d'intelligence artificielle pour accompagner au mieux nos clients. Et donc, il s'agit pour nous de former l'ensemble des collaborateurs à ces sujets d'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on peut leverager l'IA dans la proposition de valeur qu'on apporte à nos clients au quotidien. Donc ce n'est pas forcément que du négatif, c'est aussi énormément d'opportunités pour l'ensemble des acteurs. D'accord, donc on le voit, une arme à double tranchant, à la fois, je dirais, source de risque, mais source d'opportunités pour les entreprises. Qu'est-ce que vous recommanderiez justement alors pour leverager l'IA aux entreprises, aux particuliers, quelques bonnes pratiques pour se prémunir justement des risques qui seraient engendrés par ces IA? Peut-être savoir pourquoi utiliser de l'IA, parce que c'est très sympa de mettre des outils et de se dire ah oui, on est à la mode, on va tester, on est les premiers. Enfin voilà, mais je pense que comme tout dans l'IT et dans la cybersécurité, lier ça dans un contexte, un écosystème avec un objectif clair, c'est quelque chose d'important et je pense que c'est déjà un début. Et ensuite, former les gens peut-être aussi aux différentes technologies pour qu'ils n'essayent pas. Enfin, parfois l'erreur humaine aussi peut être un peu un impact négatif sur une entreprise. Donc pareil, pour que l'IA reste toujours favorable et positive, j'en vois déjà ces deux-là. Donc, par rapport au risque d'usurpation d'identité, par exemple? Pour le risque d'usurpation d'identité, tout simplement mettre en place des mécanismes qui fassent que quand on a un doute sur une communication d'un collaborateur, sur la présence d'un collaborateur, tout simplement revenir à des choses très basiques, poser une question clé dont on sait que seule la personne va avoir la réponse. Si ça a été un ordre qui a été reçu par WhatsApp ou par téléphone, qu'on avait un doute sur le commanditaire, dans ce cas-là, rappeler la personne, voir si c'est vraiment bien elle qui avait téléphoné. Enfin, à partir du moment où en fait on va demander à l'entreprise quelque chose qui peut présenter un risque pour l'entreprise ou qui va paraître curieux, peut-être d'avoir juste le bon sens de se dire, voilà, faire marcher sa propre intelligence et se dire, bon, là ça me paraît curieux,
Je vais peut-être vérifier quand même si c'était bien la personne qui m'a demandé X ou Y manipulation avant de l'effectuer. Enfin, je pense. Si je peux, pardon, juste pour compléter, peut-être, sur notamment le backscamming, vous l'évoquiez tout à l'heure dans votre présentation, il y a un rapport très intéressant là qui vient de sortir de SlashNext et qui met quand même en évidence, cette fois-ci c'est vraiment du factuel, on a les chiffres, on se rend compte qu'il y a 1265% plus d'opérations de phishing depuis justement l'émergence de ces intelligences artificielles, et qu'il est important de sensibiliser les collaborateurs à justement, via des campagnes de phishing internes, mais aussi par de la sensibilisation. On s'inscrit via ce colloque dans le mois de la sensibilisation à la sécurité de l'information, et bien sensibiliser davantage les collaborateurs, présenter des chiffres et aussi avoir un plan d'action pour contrer cette hausse de cyberattaques. Pour ce qui est des utilisations cyber, je pense qu'on est tous assez familiers avec celles qui peuvent exister dans le cadre d'un SOC, et l'IA clairement représente une opportunité pour tout ce qui va être XDR, EDR, scan de vulnes, en fait pour identifier finalement les anomalies, les doublons dans les bases de données, donc permettre finalement une diminution du stockage. Donc c'est vraiment pour le côté technique de la cyber. Après, au vu des dernières discussions, lors des derniers événements du secteur avec les RSSI, donc de grands groupes, ce qui semble être prioritaire, c'est aussi recenser ceux qui font parmi donc leurs salariés et donc leurs utilisateurs de leur SI usage de, par exemple, ChatGPT dans le cadre de leur travail pour des tâches professionnelles, parce qu'il ne faut pas oublier que selon comme on utilise donc cette IA dans un ChatGPT ou ChatGPT-like, finalement on donne ces données en clair, sans aucune protection, sans aucun contrôle. Quand il s'agit de données stratégiques et qu'on parle par exemple d'ingénieurs dans des entreprises de très haute technologie, il y a la question de la propriété intellectuelle qui se pose, mais aussi la question de souveraineté numérique et de défense nationale. Donc je pense qu'il est très important aussi de ne pas laisser, malgré toutes les opportunités, le gain de temps que cela peut représenter pour finalement nos collaborateurs, de côté les questions de sécurité et de protection de nos données à proprement parler, puisqu'elles sont presque plus importantes que celles d'un cloud au sens large. Là, on ne parle même pas de base de données, on parle finalement de tout ce qui va être fait en tant qu'action, toutes les bases de données qui peuvent être transmises d'une entreprise. Oui, on avait vu l'incident sur Samsung où du code source avait été transmis sur ChatGPT et affûté sur Internet. Alors, je crois qu'il nous reste une dizaine de minutes, me semble-t-il. On va vous proposer... Alors, déjà, c'est Dounia qui avait listé ce slide gentiment pour nous donner quelques bonnes pratiques sur comment reconnaître... je crois que c'est le suivant. Alors, hop. Je pense que c'était une petite synthèse qui résume tout ce qu'on vient de dire là, en fait, par rapport en tout cas à l'usurpation d'identité. Tout à fait. Et y a, je pense que c'est bien de différencier les fake news des deepfakes, parce que déjà, quand on fait ça, les fake news, c'est du bon sens. Finalement, on n'a pas vraiment besoin de grands outils. Donc, on est vraiment sur du bon sens, vérifier les sources, vérifier les auteurs. Voilà, éviter, revenir à de l'hygiène, ce qu'Aurélie avait dit, donc revenir à de l'hygiène sécurité, et à toute la sensibilisation numérique qui a été faite avant. Et ça, c'est vraiment, je pense, hyper important. Donc après, peut-être des petits tips pour vérifier les URL. En fait, il y a le whois alors à taper sur Google. Donc ça nous donne quelques informations sur la date de book du domaine, etc. Il y a aussi Virus Total qui peut donner pas mal d'informations, que ce soit sur des URL, sur des fichiers, et du coup ils sont accessibles, donc ça c'est cool. Et donc après, sur les deepfakes, là ça nécessite, il y a la partie sensibilisation, vu que quand même le phishing de différents types est quand même pas mal utilisé, donc la sensibilisation est quand même au cœur du sujet. Donc régulière, intelligente et inclusive.
Et ensuite, je pense que tout ce qui vient après, c'est malheureusement, en général, c'est que le mal a déjà été fait. C'est-à-dire que là, on est un peu dans du forensique, donc de l'analyse technico-légale, et on va essayer d'aller au fond, en fait, des différents éléments qui ont été publiés pour soit en fait se défendre si par exemple il y a un dirigeant on a piqué sa vidéo ou sa voix et puis il annonce qu'il a des bilans complètement catastrophiques et donc ça impacte complètement son business et puis ses négociations en cours. Donc voilà, enfin le forensic et puis les experts permettent. Là, on rentre dans l'importance d'anticiper, gérer la crise. Exactement. En fait, on se retrouve sur les mêmes formes d'escroquerie, mais version numérique, tout simplement. Donc, il faut revenir aux basiques des protections qu'on pouvait mettre avant pour pouvoir pallier un certain nombre de choses. On parlait du fake, il y a le cadre, il y avait eu l'escroquerie, voilà, et le masque de Le Drian, c'était un masque. Il y a eu des personnes qui se sont fait avoir, pour reprendre celle-là, qui est célèbre. Voilà, c'est un classique, mais en même temps, c'était la même chose, avec moins de techno, mais c'est la même chose. Donc on se retrouve sur des systèmes de fraude déjà existantes. La désinformation, ça a toujours existé, ça remonte à l'Antiquité. C'est juste en fait les supports et les moyens techniques qui changent. Qui massifient et qui amplifient les attaques. Pour conclure, de mon côté, je vais donner des éléments qu'on n'a pas le temps de communiquer dans cette table ronde. Mais pour ceux qui veulent creuser le sujet et aller plus loin, moi, c'est des livres et une vidéo qui m'ont particulièrement impactée. Donc, dans le prolongement de ce que tu disais sur la guerre de l'information, Toxic Data, donc écrit par David Chevaleriès, qui est donc chercheur au CNRS et qui travaille parfois en collaboration avec la Viginum. Les ingénieurs du chaos, donc de Giuliano Diampoli, qui est également un ouvrage qui traite très bien de la question des réseaux sociaux, des campagnes politiques à l'heure du numérique. Et puis enfin une vidéo qui reprend un peu le sujet qui a été évoqué par la table ronde précédente par Shield for Cyber, que je vous conseille notamment si vous avez des enfants ou que vous planifiez d'en avoir, qui s'appelle Sharenting, donc qui est en fait vraiment une vidéo de sensibilisation pour les parents, pas pour les enfants, qui partagent des éléments de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Et donc si vous tapez sur Google Sharenting Deutsche Telekom, vous allez tomber dessus, elle est sous-titrée et je pense que pour éveiller les consciences, il faut parfois se faire peur. Voilà, et puis voilà, je pense que... Merci Louise. Le mot de la conclusion, Iman. Je dirais peut-être, alors pour la praticienne en conformité que je suis, de vous intéresser au texte réglementaire et à ce que dit le législateur européen. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre d'avoir une vision sur comment est-ce qu'on pense aujourd'hui les risques et les bénéfices de l'intelligence artificielle, comprendre ce contre quoi on souhaite se prémunir au sein de l'Union européenne et pour les citoyens de l'Union européenne, et aussi avoir une vision sur, ou de la visibilité sur les autres intelligences artificielles qui, pour le coup, sont pour certaines mappées inadmissibles ou à risque inacceptable et qui, elles, vont beaucoup plus loin jusqu'au phishing des individus avec un scorecard pour chacun qui peut être, qui se base sur des éléments discriminants. Je vous invite en tout cas à aller voir tout ça. Ça va vous permettre de comprendre les enjeux qui se jouent. Et aussi, il y a quand même une teinte assez forte dans ce texte-là, je trouve, qui est celle de, en règlementant, on se positionne comme pionnier et on n'est pas un killjoy, au contraire, on voudrait favoriser l'avènement de l'intelligence artificielle simplement en dressant le cadre et en encourageant les entreprises à s'y conformer via notamment la désignation d'autorités de surveillance de l'intelligence artificielle. C'est une piste de réflexion, et d'avoir aussi un métier de l'audit qui va venir s'adapter
aux exigences de l'intelligence artificielle pour pouvoir challenger les fournisseurs de ce type d'IA sur ce qui est bon ou pas voilà, d'implémenter. Parfait, merci Iman. 2-3 questions. J'avais aussi peut-être des... Qu'en pensez-vous, mais des deepfakes à vous présenter éventuellement. Mais je t'en prie, Steph. Alors, tout simplement, par rapport à l'intelligence artificielle, le plus gros problème qu'on puisse avoir en entreprise, je le constate régulièrement, les gens prennent ça comme un assistant personnel, donnent leurs données directement à l'intérieur. J'en ai même certains, il ne faut pas rire, hein, qui ont créé des lignes de code pour des pare-feux avec ChatGPT. Et ils m'ont dit, ça marche, j'ai gagné une demi-journée. J'ai dit, oui, mais bon, c'est peut-être pas super ta petite méthode. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on parle toujours de souveraineté numérique. Là, ChatGPT, les règlements européens, on n'est pas prêt de les connaître. Et malheureusement, on n'a pas d'initiative, sauf erreur, européenne qui a pu émerger à temps. L'INRIA a sûrement des choses, mais en tout cas, on n'en entend pas parler. Voilà. Donc pour l'instant, le reproche qu'on peut faire à toute cette techno, c'est qu'on n'arrête pas de dire les données, elles sont à nous, il faut les garder en Europe. Mais non, actuellement, on les distribue mondialement et l'aspirateur à data, que sont les deux qui se tirent la bourre, aspire absolument tout d'Internet jusqu'en 2021, début 2022 maintenant. Et comme ça t'a dit si justement, Aurélie, l'IA devient bête. Moi, j'ai un exemple au boulot. L'IA, elle raconte des fois n'importe quoi, mais elle me fait gagner du temps. Je dois l'avouer, si je devais faire tout à la main, je passerais une semaine, là, en 4 heures. Elle me sort les éléments essentiels. Après, c'est à moi d'aller voir un petit peu ce qui se passe dedans. Mais voilà. Donc, en résumé, c'est pas un mauvais usage, c'est surtout l'encadrement de ce que vont devenir nos données à l'intérieur. Parce que sinon, un simple bot va influencer l'IA et à défaut de devenir bête, elle va devenir débile. Peut-être Iman, oui. C'est une réflexion. Oui, allez-y. Merci pour cet apport très intéressant. Tout de même, j'aimerais peut-être modérer le propos. On a commencé à travailler sur ces textes d'intelligence artificielle en 2021, c'est-à-dire bien avant qu'on connaisse ce retentissement médiatique qu'a connu ChatGPT. Et pourtant, le législateur européen commençait déjà à travailler dessus. On ne s'y attendait pas, hein, en tout cas vous et moi, personne lambda, hein, si je puis dire. On ne s'attendait pas à un tel virage. Il y a même quelques temps, Bill Gates, quand on lui a présenté, n'y croyait pas, hein, vraiment. Donc ça a été un virage quelque peu inattendu. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le législateur ne fait rien. Des actions sont entreprises, mais il faut du temps. Pourquoi ? Parce qu'au sein de l'Union européenne, évidemment, il faut obtenir le consensus de l'ensemble des membres de l'Union. Et déjà, on peut se féliciter qu'il y ait quelque chose qui est en train de se faire, contrairement à d'autres pays où on se dit, bon, légiférer autour de l'IA, c'est peut-être se poser des bâtons se mettre des bâtons dans les roues. Et dans cette course à l'innovation, c'est géostratégique presque, eh bien, le côté législatif peut même être mal vu, et c'est le cas. Même en France, on se dit, bon, ouais, ils nous embêtent avec leur Artificial Intelligence Act, mais en réalité, non, on ne peut pas se dire qu'on ne fait rien, on fait des choses. Évidemment, on ne peut pas aller plus vite que la musique, mais... En tout cas, les entreprises elles-mêmes doivent prendre aussi leurs responsabilités en mettant des politiques, en développant des politiques internes pour justement cadrer cette utilisation de l'intelligence artificielle. Une autre question. Oui, merci beaucoup pour ces interventions absolument passionnantes. Moi, je suis avocate et DPO. Et je suis confrontée non pas aux grandes sociétés qui peuvent se payer les services très pertinents d'Accenture, mais à des TPE, PME qui, quelquefois, n'ont pas de service informatique interne. Alors de là, vous parlez de la cybersécurité. C'est moi, en tant que DPO, qui les y sensibilise quand ils m'en laissent le temps. Et je trouve qu'il y a un vrai problème d'usage, en fait. Parce que moi, sur ChatGPT, ce que je trouve terrible,
c'est qu'en fait, l'accès gratuit fait que les acteurs économiques qui ont de faibles moyens, ou en tout cas, on peut définir comme faibles simplement ceux qui n'ont pas des moyens illimités et pas les moyens d'encadrer l'usage de l'intelligence artificielle, vont se trouver en fait avoir des collaborateurs qui l'utilisent sans qu'on le sache forcément et sans qu'il y ait en interne de gendarmes ou de contrôleurs de ces usages. Et ce que je trouve vraiment très difficile, c'est qu'aujourd'hui, dans le cirque médiatique qui entoure ChatGPT, et d'une manière générale qui a mis en lumière pour le grand public l'IA, il y a plus finalement de points sur les intérêts et qui sont réels. Enfin, je veux dire, je suis d'accord avec vous, mais à partir du moment où on parle entre gens qui savent s'en prémunir, si en tant qu'avocate, je mets, comme je l'ai lu ce matin sur LinkedIn, c'est vraiment tout frais, mes contrats, l'intégralité d'un contrat sur ChatGPT avec le thrill de constater qu'il est capable de me l'anonymiser et que je m'en revendique ensuite auprès de la communauté de mes pairs, mais j'ai juste rien compris en fait. Et ça, c'est notre quotidien. C'est-à-dire que, pour faire un lien avec la table ronde précédente, pour moi, la sensibilisation, ça va être essentiel. Évidemment qu'on a besoin de réglementation. Mais la réglementation sans la sensibilisation, ça va nous donner des users qui vont être incapables en fait de permettre à la réglementation d'intervenir. Parce que si effectivement moi-même je mets, là où avant je mettais les photos de mes enfants dans le bain sur Facebook, si maintenant je mets le bail, le contrat et l'acte de divorce de ma voisine, eh ben, on en est au même point et même pire, puisque comme on l'a dit, c'est rapide, c'est puissant et c'est intelligent. Voilà, je voulais juste vous partager cette émotion que j'ai, parce que j'entends, il y a du bon, il y a du mauvais, mais il faut aussi penser aux TPE, PME, personnes physiques. Et ceux-là, ils constituent finalement la plus grande partie des utilisateurs. Et ceux que vous ne toucherez pas avec vos arguments qui sont hyper pertinents. Et c'est pour ça que je pense qu'une association comme celle-ci et des actions comme celles qu'on est en train de promouvoir, le bénévolat, l'intervention auprès des différents acteurs, sont absolument essentielles. Et une réaction peut-être oui, très. Je pense que Dounia voulait... Il y a une quantité de réglementation aujourd'hui et pas juste appliquée à l'IA et qui est imposée aux sociétés. Et c'est toujours les mêmes opérationnels qui sont sollicités. Et donc pendant qu'ils sont sollicités, ils n'ont pas le temps en fait finalement de faire le travail pour lequel ils sont attendus. Et après, on va aller vite, donc on va faire des erreurs, on va moins s'intéresser au run, et finalement, c'est beau de faire des réglementations, mais il faut peut-être les faire d'une manière plus intelligente et capitaliser aussi sur ce qui existe et aller juste compléter. Et je pense que ça, il nous faut encore un peu de temps, l'Europe, pour arriver à ne pas réinventer la roue à chaque fois et de se dire il y a peut-être des choses qui existent et il manque juste certaines choses et on va juste compléter. Voilà, c'est tout. Merci, merci. Ce sera le mot de la fin, je pense. En effet, oui. Signe. En Merci effet. à toutes. Et oui, bon, on arrive au terme. Hein. Voilà, parfait. J'ai juste vous donner une petite information, si vous me permettez. Il y a un label qui vient d'être créé, qui est un label contenu garanti sans IA. Ça existe. Il y a une douzaine de journalistes qui y ont adhéré. Et moi, je n'y ai pas adhéré parce que je trouve ça génial, ChatGPT. Voilà. Donc, quelque part, aussi, on peut l'utiliser d'une manière intelligente. Donc, voilà. Je suis en train de vous dire que je suis intelligent, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Voilà. Donc, en tous les cas, merci.